Pierre-Louis! Oh, Marc-Antoine! Comment ça va? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de jeux! Hey, ça, c'est mon activité préférée. D'ailleurs, on parlera pas de n'importe quel jeu. On va parler du nouveau Pandémie. Oui, on va se poser la question, est-ce que le nouveau Pandémique Seigneur des Anneaux réinvente? On a eu beaucoup de réinventions Seigneur des Anneaux ces temps-ci. Coudonc! Est-ce que... Tu rendu libre de droit? Non! Je te confirme que non! Et on va en parler, on va faire l'analyse du jeu. Mais hey, je vois qu'il y a d'autres jeux, on va-tu parler d'autres affaires? On va parler de tout ça et peut-être même plus. Alors restez avec nous pour plus de ludisme. Pam, pam, pa ba ba. C'est une des chansons du Pa ba ba. Seigneur des Anneaux. Ok. T'as vu? Ben oui. J'avais les DVD là, avec les bonhommes en statue, puis le gros Ah! bonhomme, puis ouais. Ok, mais écoute, c'est sûr que là, il y a une petite fibre pour les amateurs de Tolkien ici, là, quelque chose d'extrêmement attirant de voir ces illustrations-là. d'abord. Mhm. La communauté de l'anneau, le destin de la communauté, c'est le nouveau jeu de Matt Leacock. Mais je vois que Pandémique n'est pas écrit sur la boîte. Ben il est là, il est Pandemic System, il est un peu caché. Parce que, je dois dire, dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus un jeu du Seigneur des Anneaux qu'un pandémique avec le costume du Seigneur des Anneaux. Ok. C'est comme si on s'était demandé comment raconter l'histoire de la communauté, mais en utilisant les grands principes de pandémique. Puis surtout, il a été cherché comme des petites mécaniques qui sortent de différents pandémiques, entre Ok. autres Chute de Rome. Ok. Fait que j'ai très hâte de vous en parler. On va le déployer sans plus tarder. Allez les amis, à la... Déployons. Déployons nos ailes, comme les aigles! Les elfes. Donc, par exemple, dans la partie d'initiation, il y a négocié avec les elfes, à fond comble. Et donc, il faut qu'il y ait deux héros de la communauté. Deux petits pions comme ça, il faut que nous, on mette nos bonhommes, il faut qu'on les déplace jusqu'à fond comble et qu'on négocie avec les elfes en sacrifiant 3 cartes cœur de notre main. Donc, c'est beaucoup ça, là, on a des cartes avec 4 types d'icônes différents dans nos mains. Tu as, par exemple, les capes qui représentent le voyage. T'as les cœurs qui représentent l'amitié, la communauté, la fraternité. T'as les épées. qui représentent la forgerie. La vaillance. Et finalement, t'as l'anneau qui est le destin. Donc t'en as pas, là. Non, mais moi je suis correct, j'ai pas besoin d'anneau. Hein. Fait que là, on a un objectif, c'est négocier avec les elfes. Un objectif qui va être de prendre Isengard. Et donc d'envahir ici, tuer tous les méchants. Et ensuite, transformer ça en repère, en, comment il appelle ça, refuge des peuples libres. Et on doit aussi provoquer Sauron en allant porter un gros paquet d'armées aux portes du Mordor. Puis est-ce qu'il y a la mécanique de Pandémique de retourner des cartes, voir où est-ce que ça pop, les choses se multiplient? Effectivement. Autant pour la mise en place que pour l'évolution du jeu, la séquence d'un tour va être extrêmement similaire à Pandémique. Donc au début, on a nos actions de personnages. Ensuite, on va piocher 2 cartes joueurs, qui sont nos fameuses ressources qu'on va dépenser pour faire les objectifs. Et on va ensuite piocher, révéler des cartes de l'ombre. Les cartes de l'ombre, plutôt que de faire juste apparaître des petits soldats de l'ombre sur différents lieux du plateau, ben ils vont aussi parfois, là tu vois, là, ce qui est cool, c'est que tu regardes, c'est quoi le top de la défausse. Comme là, comme il y a une bannière en bas, tu vas appliquer la carte, l'effet de carte ombre qui est en bas de la carte. Comme ça ici, ok. ça fait que c'est juste ça qu'on regarde. Mais il y a d'autres cartes comme ça ici que c'est oh, la bannière est en haut. Donc, on a fait l'action de la carte ombre que celle qui est en haut. Grosse rejouabilité à ce niveau-là. Oui, parce que... Je sais que c'est galvaudé un peu comme terme, là, mais c'est l'idée de t'auras vraiment jamais 2 fois la même game parce que non seulement t'as les cartes qui sont mélangées, mais t'as les cartes qui interagissent ensemble. Exact. Tu sais, quand Très t'as une cool. carte, une pandémie qui sort, tu fais comme dans Pandémie, tu reprends toutes les cartes qui ont été jouées, t'es shuffle puis t'es remets sur le top du paquet. Mais là, il y a comme une espèce d'incertitude. Tu le sais qu'un moment donné, ça ici, ça a déclenché. Les soldats vont se déplacer sur cette ligne d'invasion-là de Isengard vers Foncombe sur la route verte. Fait que là, ici, tu regardes à partir d'Isengard, la route verte, toutes les troupes vont se diriger vers Foncombe. Fait que les autres vont bim, 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 bim. Fait que ça crée comme une espèce d'entonnoir où tu vois lentement les armées du mal se rapprocher des repères des peuples libres. Et s'ils attaquent et t'as pas d'armée, ben ils vont prendre le contrôle de nos repères et ça nous fait perdre de l'espoir. Et quand on n'a plus d'espoir, on est dead! Bon, super. Puis c'est quoi cette grosse tour-là?
c'est une tour à dés qui a aucune incidence sur le jeu. Mais déjà, il y a des dés, fait que c'est chouette. Puis Ben là, oui. tu pourrais les lancer à côté, mais t'as la tour à dés qui est la tour du Mordor. Parce que les dés, on les utilise pour faire l'action. Parce que comme dans Pandémie, tu as différentes actions que tu peux faire à ton tour. Tu peux te déplacer des membres de la communauté. Tu peux échanger les cartes pour aller porter les bonnes ressources dans les mains des bons joueurs. Et tu peux attaquer. Donc quand tu as des armées, parce que tu peux pas attaquer tout seul. Tu as besoin d'avoir des armées. Fait que si Boromir ici, il s'en vient, là, il s'en va chercher les armées ici, puis il est comme « Moi, je m'en vais t'attaquer », puis il se déplace avec ses armées. Fait que quand tu voyages, tu peux amener les ridiculement miniatures pions d'armée avec toi. Ouais, c'est vraiment des mini-meeples. Ouais. C'est petit, les amis. Là. Je sais pas si l'échelle est claire ici, là, mais ça, c'est le genre de truc que tu vas perdre en 2 secondes. Ouais. Je vous garantis que ma fille en a déjà perdu quelques-uns, je suis désolé. Mais tu déplaces les armées avec toi, et là, quand t'arrives là où il y a des méchants, tu peux rouler les dés. Ouais. Et c'est un petit peu des dés qui me font penser au jeu de Letter Games. Là. Tu roules les dés, un dé par... jusqu'à un dé par troupe que t'as, puis tu résous ce qu'il y a dessus. Comme là, les petits pions blancs ici, c'est des peuples libres qui meurent, et les rouges, c'est les ennemis qui meurent. OK. Fait que ça se peut que tu roules, puis que t'aies des pertes. C'est quoi le carré autour? C'est... La protection? C'est si t'es dans un repère, ton peuple libre ne meurt pas. Oh, OK. Mais si t'étais pas dans un repère comme là, ici, c'est une perte pour moi. OK. Puis, est-ce que plus complexe égale meilleur? Je pense qu'il y a des gens qui vivent beaucoup de frustration avec le côté très chaotique, imprévisible de pandémique plus simple. Ici, je trouve qu'il y a plein de petites façons d'interagir avec le jeu qui sont fort thématiques. Tu sais, on a 2 personnages chacun. Et tu vas voir là, ces fiches de personnages. Chaque personnage, mettons Aragorn, là, il y a 3 pouvoirs différents qu'il peut faire. OK. Fait que je trouve que ça donne une... C'est très asymétrique. C'est très asymétrique parce que tu joues Legolas, t'as comme 3 options que tu peux faire à ton tour. C'est comme si on jouait à Pandémie normale, mais plutôt que d'être le gestionnaire de... Je ne sais plus comment tu les appelles. Là. Ouais, ben T'as ce qui se 3 passe avec pouvoirs. Pandémique, c'est que t'es obligé de faire l'affaire. Tu sais, tu viens qu'à être obligé, tu deviens qu'à être le professionnel de l'affaire que Exact. tu fais le mieux. Là, t'as vraiment le choix. T'as des options. Reste que si tu joues Frodon et Sam, le petit duo, là, eux autres, leur mission, c'est l'ultime mission, c'est de se rendre là sur la montagne du destin et de dépenser 5 cartes anneaux pour gagner la game. OK. Ils peuvent faire ça uniquement quand tous les autres objectifs sont accomplis. Mais quand tu joues ça, la game est pas mal faite. Ouais, Ce que tu ouais, fais à ton tour, c'est arrange-toi pour aller vers le Mordor et attention de ne pas te trouver dans la région avec l'œil de Sauron. Ça va se promener tout au long de la partie. Là. C'est l'attention du Seigneur des Ténèbres. Fait que tu veux te déplacer, mais à chaque fois que tu te déplaces, Ouais. avec Sam et Frodon, il faut que tu roules une track. Fait que dépendamment du nombre de méchants qu'il y a dans la région, tu roules un dé, puis si tu obtiens un petit arbre maléfique, là, tu perds un espoir. Oh non! Puis ça, tu l'as dit, quand tu perds de l'espoir, tu meurs. Fait que tout le jeu, c'est comment est-ce qu'on fait avec nos pouvoirs pour déplacer les Nazgûl dans d'autres régions pour laisser la chance à Sam de se déplacer. Est-ce que... Oh non, puis là, quand il y a des armées sur son chemin, là aussi, il y a une traque. Là aussi, on peut perdre l'espoir. Fait que comment est-ce qu'on fait pour déplacer ces bonhommes-là où on les tue pour faire de la place à Sam et Frodon? C'est évidemment pas mon premier Pandémique, c'est pas mon premier jeu de société, point. Là. Dans le sens, tu sais, c'est pas un jeu que tu vas présenter à du monde qui joue pas ou peu. Ouais, il est quand même costaud. Il y a quand même beaucoup de petites affaires. Moi, j'ai trouvé aussi que les actions, il y a certaines actions qu'on peut faire, comme des préparatifs qui nous permettent de jouer des cartes pour obtenir des jetons plutôt que des cartes. Ouais. Parce qu'on a une limite de cette carte en main, fait qu'on est très rapidement encombré. Ouais. Parce qu'il faut accumuler les bonnes ressources, faire les bons objectifs. Fait que cette action-là nous permet de le faire, mais il faut que tu sois dans la bonne région pour faire le préparatif. Ouais. Il y a des petites contraintes qui font que le jeu, j'aurais aimé qu'il soit plus intuitif à prendre en main. Ça aussi, j'ai trouvé ça étonnant pour un pandémique. Ça m'est arrivé souvent de me retrouver avec « Hey, il me reste 3 actions, mais je pense que je ferai rien, il n'y a rien que Ah je peux faire. ouais! Wow. Tu sais, mettons, là, si Frodon est coincé, puis c'est comme... Je pourrais faire des actions avec Frodon, mais ça nous met trop à risque. Je vais passer mon tour. Puis ça, j'ai jamais vu ça dans un pandémique. À la fois thématique, à la fois un peu frustrant, par exemple. Je vous dirais quand même que j'ai été extrêmement excité par la proposition. On a
réinventer le Seigneur des Anneaux de différentes façons. Un moment donné, j'ai passé 3 tours juste ici au Havre Gris à attendre d'avoir des cœurs pour traverser, prendre le bateau. OK. Puis c'est comme tous les événements du film se passaient pendant que Frodon et Sam attendaient pendant des mois au port. Et j'étais comme, c'est ça qui est le fun dans ce type de jeu-là, c'est de réécrire nos œuvres préférées. Reste que, il m'est arrivé aussi une partie où on est mort, je pense, en 10 minutes. OK. Ça va vite. Quand les armées se déploient de telle façon qu'ils prennent les forteresses. Tant qu'à perdre espoir, aussi bien le perdre vite, puis recommencer une autre game après, non? Exact! Mais j'ai trouvé ça bien intéressant. Je suis curieux de voir la rejouabilité, mais il y a plein d'objectifs différents. Justement, comment les cartes de l'ombre sortent aussi, ça va faire une énergie, des points de tension toujours différents à chaque partie. Tu vois, mais ça m'a pas dérangé non plus l'idée. Je trouvais que dans les derniers Pandemic, le Pandemic Star Wars, Pandemic Warcraft, ça devenait un peu gimmicky, un peu trop Ameritrash. Là, j'ai vraiment aimé comment tous les personnages peuvent interagir avec les dés, nous permettre des relances, permettre de changer les faces quand t'es Gandalf. Tu peux sacrifier des ressources de ta main, justement, pour changer le destin du monde. J'ai trouvé ça bien fun. Ouais, pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous là, qui est frustré par Pandemic puis le chaos, vous allez quand même le retrouver un petit peu ici. Là. Bien sûr. C'est ça, ça reste un peu du... Il y a des dés, il y a des cartes. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, mais un jeu... Un jeu, calice. Moi aussi, j'ai un gros jeu, attention! Des mini-boîtes de Game Factory. 3 petits jeux dont je vais te parler, mais avant, je vais faire une petite parenthèse. Parce qu'on parlait d'espoir là, avec Lord of the Rings. Ce soir, je vais faire ma première partie de Daggerheart. Oh mon Dieu! Ouais. Jérémy Saint-Cyr derrière la caméra s'est exclamé! Wow! Qui joue? Qui fait? C'est des amis, que vous connaissez pas. Puis c'est top secret. C'est toi la MJ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des amis du film, en fait. C'est Germain, puis des amis à Germain. Fait que on va faire un one-shot dans Daggerheart. J'ai regardé plein de vidéos dans les derniers jours. Mon personnage est pas clair encore, mais ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun. C'est quoi ce jeu-là, Pierre-Louis? Juste comme mini parenthèse. Là. C'est imaginez, c'est un jeu de rôle à la Donjon Dragon. Donc c'est un jeu de rôle médiéval fantastique, mais c'est créé par la gang de Critical Role, qui est le plus gros stream américain de rôlistes qui joue en ligne. Le jeu est très intéressant, il est porté un petit peu plus sur l'histoire, la narration, tu suis les dés, ça va toujours te faire vivre justement, est-ce que tu réussis avec peur ou tu réussis avec espoir? Ou Il y a 2 dés de couleurs différentes, un dé d'espoir, un dé de peur, et c'est des dés 12, faut que tu les lances. Fait qu'au lieu de lancer un dé 20, tu lances 2 dés et tu vois qu'est-ce qui se passe, il y a 5 possibilités. Des fois tu réussis avec espoir, des fois avec peur, t'échoues avec espoir, t'échoues avec peur, mais si les 2 dés ont le même chiffre, n'importe quel, c'est un succès! Ouais, c'est un gros critique finalement, tu sais. Je suis bien excité de jouer à Daggerheart. On va jouer dans un univers de pirates. Ah, ok. Ben écoute, j'ai hâte que tu m'en donnes des nouvelles. Pour ceux que ça intéresse, on a fait un petit survol du jeu sur la chaîne Jeux de rôle. Puis peut-être qu'on va jouer aussi sur la chaîne Jeux de rôle éventuellement, qui sait? Mais là, on revient aux jeux de société cette semaine et dans 2 semaines, c'est le phare, Festival des Arts de Ruelle. Et je suis allé faire de l'animation pour le phare dans le cadre du phare et du film aussi. On a fait une collaboration, donc notre festival de jeux de société. Ben là, on a des petits plateaux puis on anime des jeux. Et quoi de mieux à animer que des mini-boîtes comme ça. C'est vraiment mon point positif de ces jeux-là, c'est le fait que ce soit, tu puisses le transporter de manière aussi, tu sais, c'est mini-mini! Petite boîte en métal, c'est vraiment chouette. Je vais commencer par celui-là, d'ailleurs. Gold, c'est un petit jeu de mémoire. Donc, c'est 3 jeux très, très simples, hein, aussi, très, très familiaux. Ma grosse critique, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de twists. T'sais. What you see is what you get. C'est vraiment comme, t'as les affaires. Ici, petit jeu de mémoire, Gold. Il faut que ce soit du bon bord, parce que j'ai rangé ça vite quand j'ai fait de l'animation. Donc, tu choisis une couleur. Tu veux rouge ou mauve, Pierre-Louis? Rouge. Tiens, rouge. Donc, le but, c'est de trouver des pépites d'or.
OK. Fait que dans le fond, à ton tour, tu retournes 2 cartes. Tu retournes 2 cartes. T'as quoi? Une pépite d'or, puis... Un 2. Ah, ça fait rien. Ah, OK. Wow. C'est cash, mais là, tu sais qu'il y a un 3 puis un 2. OK, là, je peux les voir puis les... Là, t'as l'information. Toi aussi. Oui, exact. Donc, je vais retourner. Oh, c'est un 4 d'une couleur qui est pas là. Fait que si je réussis à trouver une pépite d'or de 4 ou moins, elle est à moins. Je vais aller chercher le 3 qui est ici. Je prends ça, je les enlève et ça me fera 3 points. T'es mis dans ta mine. Ben voilà, à toi. OK. OK. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un 3. C'est ta couleur. Ma couleur. Très bien. Fait que lui, il va aller chercher des trucs pour moi aussi. Exact. Fait qu'il pourrait aller chercher la pépite d'or 2 que j'avais vue tantôt. Exact. Puis la dernière affaire, c'est qu'il y a des dynamites. Fait que si tu retournes une dynamite, ça détruit automatiquement l'autre carte. Ah, mon Dieu, la détruit, on la sort du jeu. Là. Exact. On la sort du jeu. Puis le dernier cas d'espèce, ben, si tu retournes deux mineurs, ils vont se battre. Le moins fort est discardé. Ah, OK, faussé. c'est cute, c'est super. That's it. Fait que c'est très familial. C'était mon préféré des 3. J'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié. C'est super facile. C'est vraiment... Tu dis, hey, voilà des cartes. Puis aussi, dans un cadre d'animation comme ça, c'est chouette d'avoir un truc visuel comme ça, tu sais. Ouais. Un peu éparpillé. Les petites cartes rondes ici, là, qui sont Exact. très... Fait que il y a quelque chose de charmant au niveau visuel. Ça reste que, comme je l'ai dit, what you see is what you get. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'asymétrie de personnage, puis il n'y a pas de pouvoir d'objectif ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est ça le jeu. Ouais, mais ça se transporte partout. Il doit être assez abordable aussi. Exact. Petit jeu de mémoire vraiment familial. Ensuite, on a Go Nuts, qui est juste ici, qui est encore très transportable. Jeu de dés. Donc, mini-jeu de dés. Je vais essayer de te l'expliquer. Je sais pas si tu comprends. OK. Je l'ai expliqué beaucoup, puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a chacun un petit dé chien, comme ça. Ouf! Et un peu à la dé pirate. Pour les gens qui connaissent des pirates, vous vous rappelez de des pirates? On lance les dés et on va faire des points. Là, c'est un bon exemple, fais pas de points en ce moment. Les points, c'est les petites noisettes. Ah, OK. C'est ce Ok, qu'on... admettons, j'avais lancé ça. Là. OK. Ce que ça fait, c'est que les oiseaux, ils vont de côté, un peu comme les têtes de mort dans des pirates. Les noisettes, ils font 1 point. Ok. Je me souviens, j'ai 1 point. Et les petits chiens, ils font rien. Donc là, je décide, est-ce que je relance ça au risque de perdre mon point ou de faire plus de points? Qu'est-ce qui arrive pour... Qu'est-ce qui te ferait perdre tout? C'est si tu reroules puis t'obtiens rien? Si je reroule et j'obtiens rien comme ça, Ok. on tombe en manche rapide. OK. Et là, j'ai perdu tous mes points. Et ce qui se passe, c'est que je vais lancer les 5 dés jusqu'à temps, évidemment, c'est plus le fun si on joue à plusieurs, jusqu'à temps que tu pognes ton chien. Fait que c'est un jeu de rapidité. Ton chien, là. Ben, le tien. Faut que tu lances ça jusqu'à Ok, temps que ok. tu attrapes le chien. Fait que go! On lance! Lance ton dé! Toi aussi? Ouais! Puis quand tu t'attrapes ton chien, là, j'ai Je un l'ai! point. Oh! Faut que ça se wouffe! Puis j'ai fait un point. Ah, OK. Il y a... Hey, man, à quoi j'ai joué qu'il y avait ça aussi récemment? C'était des Probablement dragons, des beaucoup de trésors. choses. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à beaucoup de jeux. Moi, personnellement, qu'il y ait 2 jeux dans le même jeu, ça me gosse. Ah oui, je comprends. Ça aurait pu être juste l'un ou l'autre. Une des Exact. deux phases. Exact. Tu vois, dans des pirates, puis évidemment, je l'ai en tête, c'est un de mes jeux préférés, le petit jeu de dés. Et tu lances les dés, puis tu as les petites cartes qui vont venir faire des pouvoirs à chaque tour. Puis il y a plus de possibilités sur les dés. Là, il y a 3 trucs, dont 1, voire 2 qui fait rien. Ouais, c'est ça. Fait que tu as beaucoup de chances de tomber sur rien. Je l'ai expliqué comme ça. Puis après quelques explications, j'ai juste j'ai enlevé la version de rapidité. Parce que j'étais comme là, c'est expliqué 2 jeux back-à-back. T'as déjà de la difficulté à comprendre la petite mécanique qui est Puis là. on t'en met une autre tout de suite après. Moi, ça m'a dérangé, en fait. OK, ouais, je comprends. Mais après ça, est-ce que c'est un pas bon jeu? Non. C'est un cute jeu qui se transporte bien, qui est familial. Très, très simple. Et finalement, Punto, qui est un genre de tic-tac-toe compétitif qui peut jouer de 2 à 5, je crois. On peut aller jusqu'à 5 joueurs. 2-4 qui dit. 2-4, OK. Donc, Punto, petit jeu, style tic-tac-toe, qui va jouer de 2 à 4. On va avoir des cartes domino comme ça, et l'objectif, ça va être d'en avoir 5 de la même couleur, un à côté de l'autre. OK. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'à ton tour, tu pioches une carte. Fait que, admettons, tu as ces couleurs-là. Moi, j'ai ces couleurs-là. On pioche une carte et on le dépose où on veut. Je vais le déposer ici, tiens.
Fait que Pierre-Louis, tu le Ou on veut, je déposes. pourrais-tu lui Faut mettre que ce soit à côté. adjacent? Oui. Puis si tu as le même chiffre, OK. tu pourrais écraser mon mien. Ah, fait que je pourrais venir couvrir, puis... Exact. OK. Puis éventuellement, ben tu veux essayer de faire une ligne de 5 cartes. OK, une ligne de 5. Ouais, qu'elle soit en diagonale, en verticale ou horizontale. Et c'est tout. OK. C'est ça. On s'entend, c'est des jeux qui sont très, très minimalistes. Exact. Minimaliste même dans leur, dans leur mécanique comme ça. Tu sais, moi j'aime beaucoup la gamme des micro-games. Ouais. Les petits paquets de cartes. Il y a même des jeux avec 9 cartes seulement qui jouent super bien. Et tu vois le travail puis l'amour qui est mis dans le « OK, mais tu peux jouer de même, puis là il y a de la symétrie, puis là il y a ça, puis là c'est explosif, puis nanana. » Ici, on est vraiment plus en terrain connu, on est vraiment plus en truc familial, qui est un choix d'édition que j'ai quand même bien apprécié. Je veux dire, Gold, sur le coup, j'ai lu les règles, puis j'étais comme « Ah, OK, c'est un petit jeu de mémoire, je ne trippe pas le jeu de mémoire, je vais l'animer. » Puis les gens ont vraiment apprécié, tu sais, les gens ont vraiment trippé. Fait que, regarde, on en joue beaucoup de jeux, fait que des fois, on est un peu biaisé. Ah ouais, puis des fois, t'as besoin d'occuper cette niche-là. Tu sais, moi, on part en vacances des fois, puis on fait un pique-nique, puis je suis comme... Avoir un petit jeu comme ça, des fois, les gens s'attendent de moi que j'ai ce petit jeu-là dans mes poches. Oui. Gold, ce serait celui vers lequel je me tournerais. Oui, absolument. Puis tu sais, je veux dire, c'est un peu, comment dire, c'est un peu unfair par rapport à ces jeux-là qui en sortent tout le temps, plusieurs en même temps, parce que forcément, tu vas les comparer les uns avec les autres. Ouais, c'est ça! Tu sais, après ça, est-ce que Punto, dans un autre contexte, dans une autre boîte, dans un autre, peut-être j'aurais trippé. Mais là, les dans un trois... Kickstarter avec une grosse boîte à 139$. Une miniature, là. Mettez-moi une tour à dés. Jeu le plus attendu de l'année. T'as parlé de jeu de rôle, Marc-Antoine, puis je me dis que le prochain titre va peut-être piquer ta curiosité. OK. Il est vraiment entre les deux. OK. Entre le jeu de table et le jeu de rôle, c'est Alibi. Ben oui, puis jeu d'enquête en plus. Oh oui! Regarde. Puis c'est vraiment un jeu narratif, fait que je vais vous le sortir pour qu'on mène l'enquête. Alors je vous résume, Alibi en gros, c'est un jeu narratif d'enquête où on va devoir essayer de découvrir qui a commis un crime. Là, je t'arrête tout de suite. C'est dans les mécaniques de For the Story. Fait comme For the Queen. Ouais, il y a un petit peu ça. Eux autres, ils l'ont mis sur la boîte. Je veux pas que... Tu sais, pour ceux qui ont joué à For the Queen, c'est un jeu de rôle dans lequel on va créer une histoire à tour de rôle avec des cartes qui sont des propositions narratives. Il y a un peu de ça ici, mais la structure du jeu est un petit peu plus... Fini. C'est un peu plus jeu de société, là. OK. Écoute, il y a un petit peu de jeu de rôle aussi, là. Je vous explique en gros le jeu, il y a deux grandes phases. OK. On commence par mettre la table en choisissant à tour de rôle les éléments de l'enquête du mystère. Je vais être super clair ici, c'est pas le genre de jeu à la Unlock où il y a une vraie réponse écrite par un auteur. OK. Tu sais, c'est pas comme une perspective, il n'y a pas de vraie réponse. C'est un jeu d'impro. OK. Il n'y a personne qui sait, jusqu'à la toute fin, c'est qui a fait quoi. On va le découvrir ensemble. Bien excitant. Fait que, tu sais, mettons, t'as choisi le lieu, t'as choisi la cabine reculée en forêt. Moi, j'ai choisi la défunte, qui est cette femme-là, puis on donne des petits détails. Là, on va avoir notre fiche d'enquête où on va... c'est ça ici. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de stock dedans. Ouais, c'est ça, tu sais. On va choisir ensemble des détails, par exemple, c'est quoi son nom, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On va aussi meubler. Là, On invente. On va inventer. Fait que, elle a été retrouvée dans la cabine, puis toi, tu as choisi la raison de la mort, elle a été étranglée. Ah, je pensais qu'elle s'était étouffée. Peut-être étouffée, mais strangulation. OK. Fait que là, peut-être qu'on va donner des détails, est-ce qu'il y avait des marques de main, tout ça. On va choisir à tour de rôle aussi des indices. Fait que tout ça est généré à partir d'une pile de cartes, puis on choisit des cartes. Fait que peut-être que toi, tu as choisi qu'il y avait des empreintes digitales, moi j'ai choisi qu'il y avait des clés. On va aussi choisir des suspects. Puis selon le nombre de joueurs, dès qu'on a choisi tous nos indices, tous nos suspects, on va passer à la première phase du jeu, qui est l'interrogatoire. OK. Fait que nous, on a choisi quelques détails sur ces personnages-là, mais comme dans une impro, tout est à bâtir. Et à tour de rôle, avec les différents joueurs autour de la table, on va alterner entre jouer le policier ou la policière qui fait l'enquête et un des suspects. Fait que mettons, moi j'incarne le personnage ici, toi t'es le policier, tu vas me poser des questions. On a établi peut-être dans la mise en place que c'était la meilleure amie de la défunte. Ils travaillaient dans le même hôpital. Oui. Puis, tu sais, il n'y a aucune raison de croire qu'il pourrait y avoir de l'animosité entre les deux. Les deux étaient des super bonnes amies.
peut-être qu'il y a un événement étrange, puis là, on va improviser cette scène-là. Tu vas me poser des questions. OK. Il y a personne qui sait où ça va mener. OK. Fait que tu vas me poser des questions, puis moi, je vais bullshiter des réponses, comme dans toute bonne impro. OK, genre, on le sait que c'est un de vos passe-temps favoris, étrangler du monde. Ça se peut-tu que ce soit vous? Les gens ont dit que j'aimais étrangler les gens, mais ça me met très mal à l'aise. Vous savez, le monde est vaste et les intérêts physiques de tous et chacun. Menteuse! Puis tu peux jouer louche, tu peux parler de kink, tu peux parler de genre, tu peux amener un indice spontanément, ou tu peux faire non, croyez-moi, j'ai rien à voir. Tu peux être ému aux larmes. Et là, tous les joueurs qui sont témoins de la scène vont prendre, ça on les voit pas là, c'est des jetons là, mais vous allez voir que les jetons sont numérotés de -1 à 2, je pense. Mais ça, on le sait pas, là, c'est quoi la valeur des jetons. -2 à 2. Fait que ça, ils sont face cachée, mais si la performance était louche, tu peux choisir de mettre plusieurs jetons sur le suspect en faisant « Hey, moi, elle était louche. » Toi, tu peux faire le choix de « Hey, moi, j'en mets pas pantoute parce que j'y crois qu'elle aime étrangler le monde dans un contexte. » Tu sais, je veux dire, je veux pas shamer le king de qui que ce soit ici, OK? Je pensais pas que ça s'en allait là. On sait jamais! Puis là, on met nos jetons. Fait que si tout le monde a mis plein de jetons, c'est parce qu'il était vraiment très suspect. Mais peut-être qu'après ça, on va faire les autres 5 puis t'es comme, hey, moi, je vais attendre de voir parce que peut-être qu'eux autres aussi sont suspects. Et après ça, il y a l'autre phase du jeu, qui est la phase du procès. OK. Où le joueur qui va avoir reçu le plus grand degré de suspicion va être inculpé. OK. Et il va y avoir des grands titres de journaux. T'sais, déjà, vous le voyez, là, la structure du jeu est quand même assez... est un petit peu plus pesante qu'un simple jeu de rôle à la For the Queen. Oui. Fait qu'il y a toute cette deuxième phase de jeu-là qui est un procès que moi, tu vois, là, j'ai un peu la flemme de l'expliquer parce que c'est la partie qui m'a plu un petit peu moins. OK. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les interrogatoires de police où spontanément, on crée ces espèces de petits moments de suspense, de est-ce que je la joue louche, est-ce que je le joue sincère, touché, est-ce que j'amène de quoi dans l'histoire. C'est comme un writer's room. Mm-hmm. Puis à la toute fin du procès, les deux phases de jeu, Ouais. on va voir, à force de... On met des cartes là, dans le procès. Puis s'il y a suffisamment de cartes, le suspect qu'on a incriminé va peut-être aller en prison, va peut-être être libéré. OK. Puis la finale du jeu, c'est on révèle les jetons. Et le suspect qui a le plus gros total est le véritable coupable. OK. Est-ce qu'on l'a envoyé en prison ou pas? Des fois, on va envoyer quelqu'un en prison, puis finalement, c'était elle qui avait toutes les deux sur elle. Mm-hmm, mm-hmm. Fait que c'est intéressant. Mais moi, la deuxième phase du jeu, celle du procès, c'est vraiment là où j'ai perdu de l'intérêt. J'ai comme perdu les personnages de vue un peu. Ben, c'est parce que dans un jeu narratif, souvent, ce qu'on voit, c'est il y a la bunch de règles. Maintenant, on la connaît, amusez-vous là-dedans. Ouais! Là, j'ai l'impression que c'est comme l'inverse, c'est il n'y a pas beaucoup de règles, amusez-vous, puis après ça, on a une bunch de règles qui va venir finaliser le truc. Ouais, ben un peu comme tu t'expliquais avec Punto, c'est ça tout à l'heure? Ouais. C'est comme s'il y avait deux jeux dans un jeu. Ah, c'est, oui, les dés. Exact. Go Nuts. Go nuts! Je trouve que la première partie du jeu ici, là, c'est génial. J'ai vraiment aimé ça. J'ai joué justement en famille. Mm-hmm. On a créé comme un scénario qui était étonnamment cohérent, où est-ce qu'on avait beaucoup de soupçons sur à peu près tout le monde. Mm-hmm. Puis toute la partie du procès, c'est comme si l'ensemble de la table avait perdu l'intérêt. Je sais pas Ok. si c'est moi qui avais moins bien expliqué la partie des règles du procès, mais j'ai l'impression qu'on avait beaucoup de plaisir à les incarner, ces personnages-là. Reste que, tu sais, est-ce que c'est encadré au niveau de l'improvisation? Est-ce que tu as un maximum de temps qu'on jase? Ou, tu sais, est-ce que c'est encadré versus, tu sais, tu dis, ah, la fin est un petit peu moins plaisante, amusante, mais est-ce que c'est bien long, ça? Je pense pas, ça doit être un 10 minutes. Non, c'est assez rapide quand C'est ça. même. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps. Ils vous disent, faites à peu près 2-3 minutes, il me semble, quelque chose du genre. Ça se faisait assez spontanément, je dirais. Mais c'est vraiment l'impression des interrogatoires, c'est le bout que j'ai aimé le plus. Ouais. Puis on l'a plus vraiment à la fin dans le procès. Je comprends. À la limite, si le procès avait été aussi des interrogatoires, mais là, je pense ou que le ça- juge qui Ouais. prend les... Puis là, les avocats qu'il faut qu'ils disent « Mais elle a dit ça, puis là. T'as des gros titres de journaux à Ouais. faire. Tu sais, tu Ouais. fais ça comme ça ici, là, qui relance l'avant, qui donne des nouveaux indices. Zachary, suspecté d'être meurtrier. Mais
J'aimais vraiment beaucoup les interrogatoires. Je regardais le jeu autour de ça, pour moi c'était la force. C'est vraiment intéressant par exemple. J'ai aimé cette twist-là sur For the Story. Vraiment un bel hybride entre les deux. Je pense qu'ils sont allés un petit peu trop loin à mon goût dans cette phase-là, mais j'ai bien aimé ça. Cool. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus que tu faisais, mais bon. Mon coup de cœur de ce mois-ci, je le présente comme ça. Vous le saviez déjà, Ancient Knowledge, méga fan, j'en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là de manière compétitive. Et ici, on a l'extension Héritage, que ça fait pas très longtemps qu'on a, qui ouvre le jeu en mode solo. C'est cool ça, en mode solo. Exact. Donc, je vais en parler très très rapidement. Je vais même pas le sortir parce que j'en ai déjà parlé, mais il y a des cartes là-dedans et il y a même un petit dé. Ça l'a touché. Ça m'émeut tellement, les dés. Non, c'est ça. Il y a deux types de cartes. Il va y avoir des cartes qui vont être des cartes classiques qui vont venir rajouter des mécaniques dans le jeu principal. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est des cartes à double utilisation. Fait qu'à certains moments dans la partie, ça va activer. Puis à d'autres moments, il y a une autre partie de la carte qui va activer. Fait que ça devient vraiment... Puis tu peux les rajouter à ton jeu de base ou tu peux enlever les cartes que t'aimes moins. Jeu de base, puis venir rajouter les nouvelles cartes que j'apprécie énormément. Il y a comme deux modes solo à l'intérieur où est-ce que tu vas pouvoir prendre un certain nombre d'objectifs que tu vas passer au travers, donc un one-shot. Mais il y a aussi une campagne que tu peux faire où est-ce que les objectifs sont prédéterminés et ça... Degré de difficulté qui monte peut-être? Exact, j'adore. Pour vous rappeler les mécaniques de Ancient Knowledge, c'est vraiment un genre de engine building de... tu vas mettre des cartes avec des histoires dessus, des connaissances. Du savoir, et au fil de la partie, ils vont se déplacer. Alors, tu veux aller récupérer le savoir parce que si ça tombe... hors de la ligne du temps. Oui, ça devient des points négatifs. C'est tellement bon. Ah ouais, c'est vraiment jongler avec des assiettes. Ancient Knowledge, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai adoré. C'était un de mes jeux préférés l'année dernière et la version solo vient le remettre au goût du jour sur ma table et maintenant, je vais pouvoir jouer tout ça. C'est sûr que ça enlève l'aspect un peu course parce que le jeu, là, ça devient une course contre toi-même, une course contre la mécanique du jeu. Évidemment, ce qui était le fun de la partie compétitive, c'est une course où tu peux prendre ton temps, ou tu peux prendre bien du risque, puis faire plein de points, puis un genre de push your luck de je vais essayer de, tu sais, oui, ma machine est moins forte, mais je vais vraiment la pousser pour arriver le plus vite possible à la fin. Puis, tu sais, il y a cet aspect-là que tu retrouves pas en version solo, mais ça reste que c'est très rapide en solo, c'est super le fun, t'attends pas après les autres. Ouais. Il y a une version sur BGA aussi, on a joué cet été, puis elle est plutôt bien. Fait que si vous voulez l'essayer, découvrir le jeu, il est disponible sur Board Game Arena. Tellement bon. Es-tu prêt à faire le party? Ouais, un jeu de party. OK. De dessin. C'est un jeu d'ambiance assez simple où on va faire... Treats of Tokyo. Ouais, c'est un jeu coopératif où on fait deviner simultanément à nos amis des mots. Et pour dessiner les mots et donner nos indices, on doit utiliser des cartes des rues de Tokyo.
Qui sont des vraies cartes, des vraies rues. Ben, je dois t'avouer, je suis pas déjà allé à Tokyo, mais je pense que oui, là. Mais Tant qu'à faire. Tant qu'à y être. On va regarder, là. Ça, c'est des places que je dois. Ça me semble être des vraies rues. Ou Ben sinon, ouais, à vue de nez, ça me semble. Puis, écoute, déjà, tu dois le savoir, le jeu vient se jouer avec une application en ligne. Application in-browser. Il faut que tu scannes le petit code QR à quelque part. Là, ça t'amène sur le site de la compagnie. Puis ça va te donner un timer. Et il faut que tu joues avec le timer parce que chaque bonne réponse que tu amènes te donne du temps supplémentaire. OK. Fait que tu veux faire un dessin sur toutes les cartes. Le jeu ne vient pas avec des crayons aussi. Ah, Fait qu'il faut que tu aies tes crayons effaçables à la maison. bizarre. Bizarre, mais écoute, c'est comme une espèce de choix, I guess. Ben oui. Ça fait probablement que Tu le achètes un jeu, tu veux que le jeu soit dedans? Écoute, comment je me sens par rapport à ça? Moi et toi, j'ai fait comme... Oui. Ben, ils sont pas là. Il n'y a pas de crayon. OK. Moi, j'ai utilisé les crayons que j'avais à la maison. Malheureusement, c'est des crayons pourris, alors c'était plutôt difficile. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Cool. Il va falloir que tu me crois sur parole parce que comme j'ai pas de crayon. Ah, je sais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Puis Jay va ajouter en post-production des dessins. Où on peut trouver un crayon? Raph, on a-tu un crayon? quelque part? Wow, regardez ça, ces beaux crayons-là. Mais je pense qu'ils disent même d'un règle. Tu sais, ils disent trouvez-vous vos crayons. Tu sais, matériel, vous aurez aussi besoin de l'application ainsi que d'un crayon effaçable et d'un chiffon par joueur. C'est comme, tu sais, toi, ça vient avec les 16 plans, Ouais, ouais, 54 ouais. cartes, mais c'est comme. Arrange-toi. OK, parfait. Alors, On a trouvé des crayons. dans la boîte de Welcome. Fait que tout ce que vous avez besoin, c'est d'une copie de Welcome pour jouer à Streets of Tokyo. Mais après ça, tu pognes ta petite pile de cartes. Là, t'as une pile de cartes comme ça. OK. Puis tu choisis un mot. Mettons, on regarde les bleus, là, OK? Fait que tu en choisis un là-dedans. Puis il faut que tu fasses deviner en dessinant ça, mais ton trajet doit suivre les rues de Tokyo. Il y a des degrés de difficulté. Fait que Ouais. si tu dessines quelque chose de plus compliqué, tu vas nous donner plus de temps. Là, on aurait l'application, là, imaginez-la. OK. Oh gosh, Marie-Joseph, ok. J'en ai un ici. Puis là, tout est en simultané. C'est ça qui est vraiment le fun. Fait que tu joues à 4, t'es comme regarde mon dessin, doyon, regarde, c'est quoi mon dessin ça? Ok, attends, laisse faire. Continue, je vais revenir. OK. Ok, attends, Regarde mon dessin aussi. Ok. C'est un chien? C'est une laisse? Oui! Oh! Bravo! Fait que là, tu regardes le symbole, puis tu pèserais sur ce piton-là sur l'application, ça nous donnerait du Rond. temps supplémentaire. Le but, c'est de faire toutes les cartes. Parfait. C'est ça le jeu. C'est. Moi, j'ai C'était quoi ton dessin? C'est un parasol. Puis c'est souvent ça, parce que c'est tellement frénétique. T'es tellement toujours en train de regarder. Regarde mon dessin! C'est tellement niaiseux. J'ai joué avec mes filles, on a joué quasiment tout un après-midi. Oui. Où c'était juste ça. Puis c'était. Des fois, tu regardes, puis t'es comme, hé, pelaille. Puis des fois, il y a ça aussi, là. Des fois, c'est comme, tu fais un dessin, puis là, il y a quelqu'un qui est comme, regarde mon dessin, puis là, t'es comme, t'as skippé pas mal de rues, Ah, là, ouais. ici, là, ça se peut dessus. Regarde, c'est un parasol, I guess. Oui, c'est ça, ok. Champignon! C'est Cute! c'est très drôle, c'est frénétique. C'est vraiment cool. Moi, j'apprécie ce genre d'affaires-là. Toi, vous avez eu du plaisir en Ouais, famille? On a eu beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est sûr que Mané, c'est un peu un jeu chewing-gum. Tu l'as fait, puis t'es comme. Mais on avait hâte de le présenter à d'autres groupes de joueurs. Je trouve ça vraiment drôle parce que ça ressemble énormément à Crackle Oracle, un jeu qui est en nomination pour le Spiel cette année. Ben oui, c'est ça, tu m'en as parlé, puis j'étais comme. Ah ouais, mon Dieu, c'est vraiment le même concept. Sauf qu'il y a des crayons qui viennent avec. Il y a l'air d'avoir une séquence de jeu un peu plus rigide. Moi, j'ai pas joué à Crackle Oracle. Mais si vous avez joué à la maison, dites-nous en commentaire comment ça se compare, vous pensez. On est toujours très curieux quand il y a deux jeux qui sortent en même temps. Tu sais, c'est pas une copie, clairement, c'est juste dans l'univers des idées. Il y a deux jeux qui sortent en même temps qui sont essentiellement la même chose. Étrange. Pas d'application dans celui-là, je pense.
c'est le moment lecture de la vidéo. Tu le sais, Pierre-Louis, je suis un geek. Oui. OK. Je suis un éternel étudiant, fait que j'aime ça, apprendre des choses sur les jeux. Et là, ça fait très longtemps que j'ai ces livres-là qui traînent chez moi et j'ai finalement fini par les lire. Oh my God! Ce sont 4 livres de la collection Territoire de jeux, édités par le Comptoir des jeux, qui est, je crois, une boutique française de jeux de société. Tous des jeux écrits par Jean-Manuel Mascard, qui est clairement un historien des jeux bizarres. OK. C'est vraiment des jeux... tu sais, on a les jeux de palais, par exemple. On a les jeux du Sahara. Fait que c'est vraiment des jeux... On parle pas de jeux de société contemporains, c'est vraiment des jeux classiques. Oh, il y a beaucoup d'images! Il y a beaucoup de photos et d'images. Donc, le jeu de la hyène, par exemple. Tu sais, il y a plein de jeux. Là, on parle des jeux de cartes et... Oh, Pierre-Louis. Les jeux du Japon ici et les jeux du Pacifique. Je sais que dans la collection, il y a aussi les jeux de l'Inde qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais j'étais très content de passer au travers. J'ai appris plein de choses. Ça, c'est mes petites cartes qui servent de... OK, voilà. Donc, c'est super chouette. Puis c'est surtout inspirant. Tu sais, en tant qu'auteur de jeu, c'est beaucoup de mécaniques que je suis comme... Cette affaire-là qui se retrouve dans un livre et dans l'autre. Moi, c'est vraiment les jeux de palais à la base qui m'a intéressé, que j'étais curieux de voir. Tu sais, c'est des jeux classiques, des jeux de parc, un peu des jeux des jeux où est-ce qu'on lance des pierres, où est-ce qu'on lance... Oui, exact. C'est vraiment super intéressant. Puis, comme je disais, c'est ça, c'est super inspirant. Tu vois la grande histoire des jeux et des jeux de société. Puis tu vois des trucs des fois, surtout dans les jeux du Japon, je trouvais des mécaniques de jeu qui sont encore utilisées aujourd'hui, mais qui datent des années 1600, 1500, super longtemps. Donc c'est très inspirant. Si vous êtes intéressé par l'histoire du jeu à travers le monde, c'est une super belle collection que je vous conseille fortement. Intéressant. Oh! T'as joué à Moustache. Eh oui, on a joué avec les amis de A2Game à Moustache. Très cool. Ben, nous, on l'a essayé à Cannes et j'étais très excité de le voir dans sa version papillon. Ben oui, hey, écoute, c'est qui l'édite? C'est des gens que je connais, c'est Lumberjack. Lumberjack, ils font une super job. Un beau jeu de même, c'est qui? Mais check comment quand c'est beau, c'est sûr, il y a un petit côté, je sais pas si vous avez joué à Solstice, mais moi j'ai adoré la présentation de Solstice dans Moustache. On a ça aussi, il y a quelque chose d'attirant, d'attrayant, coloré, familial. C'est un peu drôle aussi, il y a de l'humour, c'est un jeu de pli. Donc c'est un jeu dans lequel on va vraiment dans la lignée du jeu de pli. Il y a 4 couleurs. Donc on a ici nos magnifiques cartes. On a les morses, les... comment ils appellent ça? Un hamster? Un cochon d'Inde? Un cochon d'Inde avec moustache. Les lamas! Et les petits cochons. Et ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va avoir un certain nombre de cartes en main. 10 cartes par joueur. On joue en équipe. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a 4 manches au jeu et dans chacune des manches, on va changer les équipes. Fait que c'est un jeu de pli en équipe. Alors peut-être que dans la première partie, toi et moi, on va être ensemble. Mais malgré tout, à la fin de la partie, il y a un seul joueur qui gagne. Fait que quand on joue ensemble, tu veux gagner, mais en même temps, des fois, comme là, il a déjà gagné 2 trophées. Est-ce que je me sabote pas? Je veux gagner, Seigneur Marie. Il y a des priorités, donc en gros, comme un jeu de pli normal, le premier joueur va déterminer la couleur dans laquelle on va jouer. Donc par exemple, si je choisis que... Bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est une foil. Mettons qu'on joue en bleu. Tous les joueurs doivent jouer en bleu s'ils ont des cartes bleues dans leurs mains. Et la carte de valeur la plus élevée qui va avoir été jouée dans la couleur demandée remporte le pli. L'affaire, c'est que c'est pas toutes les cartes qui valent des points, seulement les cartes avec des étoiles valent des points. Alors à la sortie de la manche, l'équipe qui a récolté le plus d'étoiles va être celle qui va gagner un trophée. Et sur les trophées, c'est là qu'on trouve les fameux points qui nous font gagner ou perdre la game.
Puis ce que je trouve, moi, vraiment génial, c'est les twists à peu près infinis. Là. Il y a un Ouais. paquet de cartes avec, à chaque manche, des nouvelles règles qui vont Oui. venir bousculer tout ce que Pierre-Louis vient de vous raconter. Fait que ça change à chaque partie, à chaque manche. Donc, par exemple, ici, on a les cartes roses de votre main doivent être posées face visible devant vous. Fait que là, tu commences la partie, si t'as beaucoup de roses, tu joues à jeu ouvert ce tour-ci. Fait que là, quand ton partenaire a toutes ses cartes étalées, t'es comme, comment est-ce que je peux me servir de ça comme avantage sans qu'on s'ouvre à nos adversaires en faisant comme, là, il va être obligé de jouer parce que je sais c'est quoi les cartes. Ça se peut que quelqu'un ait juste une carte rose ou pas de carte rose. Oui! Ça peut être quand même rigolo. Et ça, c'est les plus simples et t'as les plus crunchy. Par exemple, ici, si une carte 3 est jouée, c'est la plus petite valeur qui l'emporte. Ouais, ça aussi, c'est vraiment... Donc, c'est pas tout le temps la plus petite valeur qui l'emporte, c'est vraiment s'il y a un 3 dans un pli, là, c'est la plus petite. Fait que... Tu sais, il y a un petit... Si vous avez joué à Présage et que vous avez aimé cet aspect-là d'instabilité, de manches toujours réinventées, de paysages qui se modifient au fil de la joute, je pense que vous allez aimer ici Moustache. Mais il y a beaucoup plus de plis ici, on s'inspire vraiment des mécaniques. Moi, j'ai vraiment aimé ça, j'aime bien les jeux de plis, mais c'est sûr que ça reste les jeux de plis. On commence à en avoir beaucoup des jeux de plis sur nos étagères. Ben oui. D'ailleurs, j'en ai un autre ici, Ben là, que j'ai écoute, joué ce mois-ci, qui s'appelle Taiki. Taiki, on en a des jeux de plis. J'en parle super rapidement. Vas-y. T'as un petit jeu de plis, puis l'objectif, c'est de gagner le même nombre de plis des deux couleurs. Fait qu'il y a deux couleurs, le soleil et la lune. Ok, tu cherches Tu l'équilibre. cherches l'équilibre et à ce moment-là, ça va te donner des points si t'es le plus équilibré dans l'équipe. Nous, on a juste joué à 2 et je pense que ce serait vraiment meilleur à plus. Donc, Ouais. tu sais, à 2, c'était assez genre, tu joues, puis à un moment donné, t'es peinturé dans un coin, puis là, l'autre personne prend la main, puis là, ben, il te clenche, tu sais. Fait que c'était très... tu sais, c'était assez évident rapidement qui allait gagner. Alors que là, dans Moustache, je pense qu'on a vraiment tu sais, injecté beaucoup de mécaniques qui Ouais. font en sorte que c'est à peu près impossible de savoir, à part si tu as quelqu'un autour de la table qui est un maître jeu de plis, comme beaucoup de gens le sont. Exact. Moi, tu vois, j'ai aimé ça. Là. Je pense que c'est un excellent jeu de plis. Très, très bien produit. Il y a plein d'affaires que j'ai pas mentionnées aussi, avec les fameux petits animaux spéciaux, là, les foils, mais je pense que T'es-tu tanné? il arrive pour moi en fin de vague. Fait que ça dépend où vous vous situez. Si pour vous, c'est... Moi, j'en veux toujours plus du jeu de plis. Je pense que vous allez vraiment triper ici. Moi, tu sais, avec The Crew, avec le jeu de plis du Seigneur des Anneaux, avec, pas Van Helsing, mais Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu sais, j'en ai déjà beaucoup des jeux vers lesquels me tourner quand j'ai envie de faire du pli. Peut-être qu'en ce moment, oui, je me situe vraiment au niveau où je suis sur le bord d'en avoir mon troc. Ça veut pas dire que c'est pas un bon jeu. C'est une préférence personnelle. Je sais pas où vous vous situez. Ben, moi, j'apprécie beaucoup. Moi, je le vois plus comme, tu sais, c'est un jeu de cartes, puis le core mécanique, c'est du pli. Fait que, c'est cool, on s'entend déjà. On est en terrain connu. On peut skipper l'explication de c'est quoi un jeu de pli. Tu sais, si je joue avec ma mère qui a joué à The Crew, que j'ai pas besoin, je vais lui dire c'est comme The Crew, mais il y a encore plus de tout. Tu sais, Ah oui, puis il y a une priorité de couleur. Là. Je veux que ce soit clair parce que il faut le savoir, là, tu sais, le bleu est toujours plus fort que le jaune. Oui, le jaune est oui, toujours oui. plus fort que... Ouais, c'est pour ça que je l'ai sorti, puis il y a certaines cartes qui vont changer la priorité, Exact. Ça, qui vont c'est important l'inverser, etc. Fait que non, moi j'ai beaucoup apprécié Moustache, puis j'ai vraiment hâte, ben, tu l'as comparé à Présage, tu sais, Présage c'est un jeu qui gagne à être joué et rejoué, puis je pense qu'on est au même endroit ici. Donc moi je suis très curieux de le réessayer. On parle de petits jeux de cartes. Chacapus! Ça c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et tu sais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup là, depuis le début. C'est l'été, c'est les vacances, on s'est promené un petit peu. Je sais pas pourquoi, les gens souvent s'attendent de moi à ce que j'aille un jeu dans mon sac. Un petit jeu rapide. Oui. Une moustache, ce genre de jeu-là, ça se sort bien, mais Chacapus, c'est aussi un beau petit jeu. Placement de cartes, résolution d'action. En gros, ce qui arrive, c'est que tu vas faire une ligne de cartes. Éventuellement, nous, on a des cartes en main, on va les jouer. Tu vas jouer 2 cartes! OK. Ta première carte va être sans effet. Mais la deuxième carte que tu vas jouer, elle va avoir un impact. OK. Selon si tu es capable de créer une suite Qui se touche. qui se touche. C'est comme là, j'ai un 3, 4, 5!
si tu fais une suite, ça te permet de défausser les jetons puces qui se trouvent devant toi. Parce que c'est C'est là... des points négatifs? C'est des points négatifs que tu as. On commence, je pense, avec une vingtaine en début de partie. Fait que il faut se débarrasser de nos puces. Ouais. Fait que si tu fais une suite, tu comptes combien de cartes se trouvent dans la suite. 1, 2, 3. Tu peux te débarrasser d'autant de jetons puces que la suite. Et si tu fais, au contraire, une colonne, à ce moment-là, tu vas prendre toutes les cartes des 2 espaces adjacents et tu vas les mettre devant toi. Ça va être des points en fin de partie. Fait que c'est ces 2 grands axes-là du jeu. Comment faire des colonnes, comment faire des suites. Puis le jeu évolue de cette façon-là parce que là, soudainement, en faisant une colonne, je viens de créer un espace ici où si quelqu'un jouait une Un pile quatre. de cartes, On pourrait faire 3, 4, 5. ouais, il pourrait venir chercher des cartes de points, tu sais. Ça... Fait que ça respire sur la table. C'est un jeu qui respire beaucoup. Il y a des cartes, je sais plus comment ils les appellent, chaque capuche, je pense. C'est des cartes comme ça que quand tu vas les jouer, ça va donner des puces aux autres joueurs. Fait qu'il y a comme un push and pull tout au long de la partie pour se débarrasser de nos points négatifs, sans oublier de prendre les opportunités de faire des points quand il y en a. Mais des fois, t'es comme, il y a une belle opportunité de donner des puces à mes amis. C'est un jeu qui est très simple. Là. Je vous l'explique grosso modo. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est une ligne de cartes qu'on crée collectivement dans laquelle on va tout au long de la partie essayer de... C'est une course. C'est vraiment une course à finir nos puces. Mais si tu finis tes puces trop vite, mais que tu n'as pas fait de points, il y a des gens qui vont vraiment profiter du paysage que tu crées. Il faut vraiment saisir les opportunités puis éviter de créer une trop belle situation pour nos adversaires. Des fois, tu vas jouer une carte en faisant « Ah, je me débarrasse de full de puces », puis là, tu regardes « Oh mon Dieu, il va faire tellement de points. C'est à cause de ce que j'ai fait. » C'est très, très, très simple. Très accessible. Des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs. C'est un classique. Ouais. J'ai un peu... Tu vois, entre ça et un jeu de pli, ça me Ouais. dérange pas. Genre, tu sais, je veux dire. C'est ça, tu sais, c'est un peu un jeu de cartes simple. Il y a des mini-frictions peut-être un petit peu là, dans la compréhension de ce qui se passe. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu beaucoup de gens critiquer, mettons, Flip 7 en faisant « Hey man, c'est tellement simple, Flip 7, c'est bébé la Tellement fluide. C'est tellement stupide! C'est ben trop simple. Y'a rien qui se passe! Le monde, ils disent ça de même, des fois, sur Internet. Ils sont fâchés, les gens. Mais des fois, il suffit d'une mécanique de trop pour que Ouais. tu aies la petite friction que les joueurs autour de la table sont comme « Je pense que j'ai pas saisi les opportunités qui s'offrent à moi. » Puis il y a des joueurs qui vont les lire comme du cristal et ils vont prendre les devants. Ouais. Puis Flip 7, ben, c'est ça. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus simple, Flip 7, Ouais. tu sais. À la limite, Il Flip n'y a pas de 7. friction. Tu sais, j'ai présenté les 2 jeux, mettons, dans des événements où je jouais avec des Ouais. moldus, appelons-les ainsi. Des normies. Puis, tu vois, chaque opus, les gens, je pense, avaient peur de se sentir stupides, de pas comprendre les opportunités. Alors que Flip 7, c'est genre crystal clear, de tu veux juste pas 2 chiffres de la même sorte devant toi. Chaque opus, c'est pas compliqué. Il est super simple, il est super accessible. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à ces petits points de friction-là. Où est-ce qu'un jeu va juste aller de soi? Mais chaque opus, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le jeu est bien présenté. Il est cute aussi. C'est un beau format. Encore Jonathan Aucomte qui fait des chats. Ouais, écoute, Jonathan, je sais pas c'est quoi qui se passe. Pas de jugement. Things in Rings, un petit jeu que j'ai animé aussi ce mois-ci. J'ai été agréablement surpris par le jeu. Il y a une version compétitive, mais je vais te montrer la version coop. OK. Tu vois, c'est super simple. Moi, je vais avoir 10 cartes en main. Toi, tu vas en avoir aussi un certain nombre. Je pense que tu vas en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et on a ici un diagramme de veine avec jaune ici pour les mots. Donc, quelque chose qui a rapport avec le mot en tant que tel. Donc, par exemple, le mot finit toujours par la lettre E. Ou le mot a la lettre L dedans. Ou le mot a plus que cette lettre, par exemple. OK, fait qu'on- au métacontexte du mot. Exact. Le mot en tant que tel. Après ça, le contexte, c'est où est-ce que tu vas le trouver. Par exemple, je vais trouver ça dans une maison, je vais trouver ça à l'hôpital, je vais trouver ça à l'école. Partie du champ lexical. Exact. Et l'attribut, donc, c'est très, très gros, c'est très petit,
etc. OK. Donc, si je te disais une brosse à dents, ben ce serait peut-être, si je la mets ici, ben tu vas probablement savoir que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est en plastique, que ça a du poil, que ça se tient dans une main? Est-ce que ça se trouve dans une maison, dans une salle de bain, chez le dentiste? Genre. OK. Puis toi, ton but, c'est de trouver, ben c'est de débarrasser les cartes que tu as dans les mains OK. en les mettant aux bons endroits par rapport aux infos sur les attributs que moi je te donne. C'est pas juste les mettre aux bonnes places. Fait que moi je sais maintenant quel est l'attribut, OK. le et Le contexte. le contexte. Ça brûle. OK. OK. Parfait. Alors, j'ai mes 3 informations. Je vais venir placer les cartes au centre pour te donner des indices. OK. Fait que toi, t'es le maître mot, là. T'as le Exact. secret, puis moi, je devine. Exact. Ça, je vais te le mettre ici. OK. Fait que une montagne russe, ça a rapport avec le mot, puis ça a rapport avec l'attribut. Exact. C'est peut-être excitant, fini par R. Il y a un R au début, peut-être. Ça va être ici, un volcan. OK. Ça fait peur. Peut-être qu'on est dans l'attribut de quelque chose qui effraie, qui terrorise, Et mais ça n'a pas moi, mon but, c'est que tu devines, tu sais. Ouais. Puis ça va être ici. Un soda, ça se trouve. Ouais. Fait que là, toi, tu dois essayer de mettre une carte à quelque part en espérant que c'est à bonne place. OK. Je vais mettre le lion ici en me disant, si c'est des affaires qui font peur, un lion, ça fait peur. Mais en même temps, il n'y a pas de rapport avec le mot parce que ça commence pas par un R. C'est au bon endroit, donc tu peux rejouer. Nice! Fait qu'on est dans quelque chose qui fait peur. Ou quelque chose de la nature, peut-être? Dire, si tu penses que ça fit avec rien, t'as l'extérieur aussi. Ah, tu peux être en dehors du oui. diagramme. Ben écoute, je vais y aller avec je vais essayer l'échelle. Ça fait peur une échelle, mais en même temps, ça n'a pas trop rapport avec. Ça dépend, c'est quoi le contexte, le métacontexte du mot. Malheureusement, ça irait ici. Okay, Donc ça te donne une info, mais ça te donne une carte aussi. Et là, c'est. Oh, Et là, c'est à moi. Et ton but, c'est. Ben, notre but, c'est que tu te défausses de tes cartes en main avant que moi, je me défausse des miennes. Ok, puis juste par pure curiosité, Ouais. c'est-tu des affaires qui font peur? Non. De l'affaire de la nature? C'est des affaires qui pèsent plus qu'une chaise. Oh my god! Ah, wow! Et ici, ben, je vais mettre un cochon. Tiens. Ok, l'affaire du mot serait en lien avec ça. Si je mets un clou ici. Non, malheureusement, ça irait ici. None! Oh, wow! Ben, écoute, je trouve ça vraiment chouette. Tu vois, au début, ça m'a pris un petit temps à saisir, mais une fois que tu le vois, puis que tu le places, puis que tu le joues, t'es comme... Non, c'est... Tu pourrais jouer à combien? Tu pourrais jouer... Tu peux jouer à beaucoup. C'est vraiment party game, là, tu sais. Tu peux jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc, on va jouer en équipe quand on va jouer de manière compétitive. Mais moi, j'aime beaucoup la version coop, comme ça fonctionne vraiment bien. Ah ouais. C'est super rigolo, puis il y a vraiment l'aspect brainy. Puis, dans tes catégories, ben, tu as des cartes qui sont plus simples jusqu'à plus difficiles. Tu as facile, moyen et difficile. Moi, j'ai vraiment apprécié, puis c'est vraiment un vrai brain teaser, super rigolo. Qui amène des éclats de rire. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que là, t'étais, OK, c'est peut-être des trucs de la nature, c'est peut-être des trucs dangereux, mais t'avais quand même raison de le mettre là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pour les gens à la maison, ici, c'était la première lettre est aussi ailleurs dans le mot. Ah, OK. Fait que cochon, C-O-C-H-N. Ah, parce que toi, tu l'as traduit. Toi, Échelle. tu jouais en français, OK. Puis ça, c'était des choses que tu peux apporter dans un avion. Ben, tu vois, ça, c'est la seule affaire. C'est souvent le cas dans ce genre de jeu-là. Ouais, il faut le dire, évidemment. Il faut qu'on choisisse un petit peu la langue de jeu. Mais même là, des fois, j'ai toujours... Tu sais, moi, j'ai beaucoup joué à Hardback récemment. Puis des fois, on a des questionnements sur l'équilibrage des cartes lettres. Mhm. Quand il y a question de lettres, puis que c'est un jeu qui passe de l'anglais au français, des fois, tu te retrouves dans certaines zones de... Tu sais, comme là, justement, tu as dû faire un petit tri de cartes en faisant... Oh, ça va être rough en français. Exact. Ben, c'était surtout pour l'exemple. Tu sais, c'était pas très difficile, plus que mon cerveau. T'en avais un, c'était
commence ou a une lettre, commence par une lettre qui est après N dans l'alphabet. Là, j'étais comme, ça me tente pas de... Je vais être trop fatigué. Ça fait trop longtemps qu'on fait ça. Mais oui, Internet, écoute. Ben oui, Internet! Effectivement, ça fait longtemps qu'on se parle de jeux, puis moi je suis curieux de savoir quels sont vos jeux que vous avez découverts. C'est quoi qu'il faut qu'on essaie? Parce que mine de rien, là, Doyon, je sais pas si tu le sais, là, bientôt ça va être Noël. C'est vrai. Ça s'en vient! Ça va être genre... On va avoir l'Halloween avant, là. On va voir l'Halloween. La fête à ma blonde, puis il y a d'autres activités. On va approcher du sprint final et il faut découvrir des jeux. Fait quels sont vos coups de cœur de cet été? À quoi vous avez joué? Les incontournables qu'il faut que nous aussi on découvre. Laissez-les dans les commentaires, là, allez-y. Dites-le nous, on joue à tout. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez entendre parler de nos découvertes, nous voir jouer à des jeux. Puis si ça vous intéresse, même on a une chaîne où on parle de jeux de rôle. Fait que tu pourras venir nous parler de ton expérience Daggerheart. J'ai vraiment hâte, très hâte de vous en parler sur la chaîne éventuellement. J'apporterai mon bonhomme, là, puis on verra voir s'il est optimisé, broken. Bon, il faut faire un petit one-shot. Puis là, la chaîne principale va devenir une chaîne jeu de rôle aussi. Yeah! Bye! Bye! Like, commentez, C'est juste ça qu'on te demande! Come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!